Alors, donc, je disais, donc, jusqu'à présent, nous avons vu donc deux parties qui sont très importantes concernant l'architecture J2E. Alors, d'abord, c'est l'inversion de contrôle et le principe de l'injection des dépendances. Nous avons vu en principe que c'est un aspect qui est très important. Ensuite, nous avons vu donc comment faire l'injection des dépendances en utilisant donc Spring Framework, notamment donc dans un exemple d'application. Alors la deuxième partie, ça concerne l'accès aux données, donc c'est-à-dire l'accès aux bases de données d'une manière générale. Et nous avons vu comment donc utiliser donc en principe donc les différentes couches JDBC, GPA, Hibernate, Spring Data pour faire ce mapping objet relationnel. Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la couche web. Donc on va faire en fait quelques concepts de base concernant le protocole HTTP. En fait, HTTP, donc entre parenthèses, on va pas trop y tarder. Servlet, JSP, les concepts de base, la même chose. Et comme ça, on arrivera directement vers Spring MVC, parce qu'en fait, c'est le framework que nous allons utiliser pour développer la couche web des applications. Mais avant d'arriver à Spring MVC, il y a quand même en fait les concepts de base, c'est-à-dire les concepts de base qu'il faudrait connaître sur l'architecture J2E, à savoir le protocole HTTP Servlet JSP. Alors, d'une manière générale, nous avons déjà dit qu'une application, l'architecture d'une application peut tourner autour de cette architecture. Donc on suppose que nous avons un système de gestion de base de données relationnelles. L'application va être déployée dans un serveur d'application. Alors dans notre cas, notre serveur d'application sera composé de deux choses. D'abord, il y a un serveur qu'on va utiliser qui est Tomcat. Donc ça c'est le conteneur web de notre application. Mais également plus le framework Spring, parce qu'en fait Spring c'est lui qui va assurer la partie concernant l'inversion de contrôle. Quand vous prenez Tomcat plus Spring, vous pouvez dire que ça c'est ce qu'on appelle un serveur d'application. Et l'application elle-même, en principe, se compose d'un ensemble de couches. Donc on a déjà vu la couche principale, c'est Business Layer, c'est la couche métier dans laquelle on fait les traitements. Donc c'est là qu'on implémente les spécifications fonctionnelles d'une application, d'une manière générale. Après la couche métier elle-même, il a besoin de s'appuyer sur la couche d'accès aux données, Data Access Layer, pour tout ce qui est le mapping objet relationnel. Et nous avons vu que ça c'est une partie que nous avons vue. Donc nous avons vu que pour faire ce mapping objet relationnel, en principe on va utiliser on va dire le trio GPA qui est une spécification pour tout ce qui est le mapping objet relationnel, Hibernate qui est l'une des implémentations de GPA, et également vous avez Spring Data qui est bien sûr en fait une partie un module de Spring qui permet qui représente une implémentation générique qui permet de gérer des entités GPA. Et nous l'avons vu, ça permet de faciliter énormément l'accès aux données, surtout tout ce qui est l'accès, le mapping objet relationnel basé sur GPA. Alors aujourd'hui, la partie que nous allons faire concerne la partie web, c'est-à-dire la couche web de l'application. Alors maintenant, pour développer la couche web d'une application, en principe, en fait, il y a deux approches. Je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle l'approche rendue côté serveur et l'approche rendue côté client. Alors, ou ce qu'on appelle également MVC côté serveur, MVC côté client, ou bien tout simplement rendu côté serveur, rendu côté client. Alors, c'est quoi la différence? Alors, dans l'approche rendue côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Un client envoie une requête HTTP vers le serveur web. Bon, cette requête généralement arrive vers la couche web de l'application. Alors nous allons voir que dans la couche web de l'application, on a besoin d'utiliser un composant qui s'appelle le contrôleur. En fait, le contrôleur, c'est lui qui reçoit les requêtes. En fait, la couche web, il va faire des traitements. Il va faire appel à la couche métier pour effectuer des traitements. Bon, la couche métier elle-même, il va s'appuyer sur la couche d'accès aux données pour aller à la base de données, pour récupérer des données. Ces données-là, une fois qu'on les récupère,
Et bien tout simplement, on va les envoyer au client au format HTML. Alors ça veut dire que c'est le serveur qui génère le code HTML. Donc je disais donc en principe, le contrôleur, donc plutôt la couche web, quand il récupère les données, donc il va les envoyer au client mais au format HTML. Alors pour les envoyer au navigateur ou bien au client au format HTML, dans ce cas-là, en fait, côté couche web, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle en fait, un moteur de template qui va permettre tout simplement de générer des codes HTML côté serveur. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, dans l'approche rendue côté serveur, c'est que le client, en principe, lui, il n'envoie que des requêtes et après, au final, il reçoit des codes HTML qui va être visualisé au niveau du navigateur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'approche rendue côté serveur. Et après, il y a l'approche rendue côté client. Alors, dans l'approche rendue côté client, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un client web qui envoie une requête HTTP vers le serveur web. Bon, la même chose, la requête finit par atterrir ou bien arriver à la couche web de l'application. Et la couche web de l'application, il va faire des traitements comme la même chose. Il récupère des résultats. Et ces résultats-là, on va les envoyer au client généralement au format JSON. Alors, ou bien XML, mais généralement, c'est le format JSON qui est utilisé. Et après, le client, lui, quand il envoie la requête, il reçoit des données au format JSON. Et après, c'est au niveau du client que l'application devrait convertir encore ces données au format HTML. Ça veut dire que le rendu HTML, c'est-à-dire la génération du HTML, ça se fait côté client et non pas côté serveur. Donc, pourquoi? Parce que le client reçoit des données au format JSON et après, il va les formater lui-même au format HTML. Alors pour cela, généralement, les applications côté client, côté front-end, ont besoin d'utiliser des frameworks JavaScript comme Angular, comme React.js, comme Vue.js. C'est des frameworks qui sont assez connus à ce niveau-là. Donc ça veut dire que en principe, d'une manière générale, quand vous utilisez l'approche côté en fait client, l'approche rendue côté client, donc souvent la couche web il est représentée par un web service de type RESTful. Donc vous avez déjà vu ce que c'est les web services, donc vous savez ce que c'est les web services RESTful. Donc en principe, ça c'est les deux approches. Alors maintenant, nous allons en principe étudier donc ces deux approches. Donc la première approche, donc c'est donc c'est le rendu côté serveur d'abord, parce qu'en fait c'est la base de la programmation web d'une manière générale. Et après, par la suite, on finira par l'approche rendue côté client, parce qu'après on aura besoin d'utiliser un framework côté client comme Angular par exemple. Mais comme en même temps vous faites du développement mobile, donc vous allez voir c'est pareil, une application mobile. Il va toujours envoyer des requêtes HTTP vers en fait, la couche web, c'est-à-dire le web service. Il récupère donc des données au format JSON et après on va voir au niveau des applications mobiles comment également on va récolter ces données et les afficher dans l'interface de l'application mobile. Alors bien sûr, la dernière fois donc nous avons fait un petit peu un cours qui vous donne une idée sur les différentes techniques qu'on peut utiliser pour développer des applications mobiles. Quand vous utilisez par exemple du développement natif avec Android, donc forcément vous aurez besoin de savoir comment utiliser les composants Android pour formater les données côté client. Si vous utilisez par exemple du développement hybride avec par exemple Ionic, donc forcément c'est du HTML encore, du CSS qui va être utilisé côté client pour tout ce qui est la logique présentation. Ainsi de suite. Donc, si vous utilisez React Native, c'est ses propres composants qui vont être utilisés, etc. Donc, si vous utilisez Flutter, c'est ses propres composants. Globalement, c'est-à-dire, quand vous utilisez l'approche rendue côté client, ça veut dire que le serveur, lui, il ne génère pas du code HTML. Quand un client envoie une requête, il donne que des données en format JSON. Mais après, c'est le côté front-end, côté client, qui devrait se charger d'utiliser ses propres frameworks, ses propres outils pour pouvoir donc générer donc le rendu côté client. Bien, alors maintenant, ça c'est d'une manière générale. Alors maintenant, si vous voulez développer une application web J2E, donc vous disposez de ce qu'on appelle des composants web J2E de base.
Alors en fait, il y a deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle servlet et JSP. Alors en fait, servlet JSP, ça veut dire Java Server Pages. Alors je vais vous expliquer d'abord l'architecture d'une manière générale, comment ça marche, et comment on utilise conjointement servlet et JSP pour développer une application web J2E. Après, je vais vous montrer que c'est quoi la différence entre servlet et JSP, et c'est quoi en fait la différence entre, c'est-à-dire ces deux composants. Et quand est-ce qu'on va utiliser servlet, quand est-ce qu'on va utiliser JSP, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser JSP. Donc tout ça, c'est des choses dont je vais vous parler. Donc d'abord, au niveau de l'architecture, alors quand dans une application web, donc en fait, une servlet, c'est quoi en fait? Une servlet, c'est une classe Java qui permet d'effectuer des traitements côté serveur, suite à des requêtes HTTP. Exactement comme vous le faites avec PHP. Alors, quand un client envoie une requête HTTP, bon, cette requête HTTP, il arrive vers le serveur web. Et dans le cas d'une application web J2E, toutes les requêtes HTTP sont dirigées, sont envoyées vers ce qu'on appelle une servlet. Bon, une servlet, comme je viens de dire, donc c'est une classe Java qui va recevoir la requête HTTP. Alors, pour lire les données de la requête HTTP, généralement une servlet peut utiliser un objet qui s'appelle request. En fait, l'objet request est un objet qui permet de lire les données de la requête HTTP. Vous savez que dans une requête HTTP, on trouve pas mal d'informations. Il y a les headers, les entêtes. Il y a également le corps de la requête qui contiennent les données utilisateurs. Alors, donc, une fois que en fait, la servlet reçoit la requête HTTP, il peut lire les données de la requête. Ensuite, il va faire des traitements. Alors, quand il fait pour faire les traitements, souvent, il a besoin de faire appel à la couche, en fait, à la couche métier. En fait, la couche métier, donc, c'est la partie, en fait, c'est la partie qui va s'occuper des traitements. Bon, la couche métier va rendre des résultats, R. Alors, souvent, la couche métier elle-même, il va s'appuyer sur la couche d'accès aux données pour aller vers la base de données, récupérer des résultats. Et ces résultats-là, on va les récupérer. Alors maintenant, la servlet récupère les résultats. Maintenant, ces résultats, il faut les envoyer au client dans une réponse HTTP. Alors maintenant, ça dépend des deux cas. Est-ce qu'on va utiliser l'approche rendue côté client ou bien rendue côté serveur? Alors si on utilise rendu côté client, pour le serveur, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer ses résultats et après, il va les envoyer directement au client au format JSON. C'est-à-dire, il va faire que la sérialisation JSON, il les envoie directement vers le client. Mais si vous faites donc le rendu côté serveur, ça veut dire que c'est la servlet qui devrait se charger d'envoyer le résultat formaté déjà au format HTML. Alors pour cela, pour envoyer donc le résultat au format HTML, nous allons voir qu'en principe, une servlet, en fait, c'est pas pratique de générer des codes HTML dans une servlet. Alors pourquoi? Parce qu'une servlet, c'est une classe Java. Et vous allez voir, donc ce n'est pas pratique de générer des codes HTML dans le code Java. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors c'est la raison pour laquelle il existe un autre type de composant J2E qui s'appelle JSP, Java Server Pages. Alors c'est la raison pour laquelle une servlet, quand il récupère les résultats, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker ces résultats dans un objet qui s'appelle le modèle. Donc les résultats, il crée un objet qui s'appelle le modèle, dans lequel il va stocker les résultats. Bon, une fois qu'il va stocker les résultats dans le modèle, ben, tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui va afficher ces résultats? C'est une JSP qui va se charger de faire ça. Alors c'est la raison pour laquelle, donc, en quatrième étape, la servlet fait appel à la page JSP pour lui demander donc d'afficher les résultats. En fait, la JSP, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il récupère les données à partir du modèle. Et comme une JSP, nous allons voir, une JSP ressemble plus à une page HTML, d'ailleurs comme le cas de PHP. Donc c'est plus simple de générer des codes HTML avec une JSP. Donc on prend les résultats et après on génère des codes HTML. C'est-à-dire que la JSP va générer des codes HTML. Et ce code HTML va être envoyé au client HTTP en utilisant l'objet response.
Alors, vous voyez donc une servlette, il reçoit une requête HTTP, il va lire les données de la requête HTTP avec l'objet request, et il envoie la réponse HTTP avec un objet qui s'appelle response. Alors, bien sûr, quand on travaille de cette manière-là, c'est que nous sommes en train de respecter un design pattern qui est assez connu dans le développement, dans la partie front-end des applications. C'est le pattern MVC. Alors, MVC, ça veut dire Model, View, Controller. Alors, dans notre cas, le contrôleur, en fait, c'est la servlette qui va jouer le rôle du contrôleur. Ça veut dire quoi? En fait, toutes les requêtes HTTP qui sont envoyées par les clients, à chaque fois qu'il y a un événement à chaque fois que vous cliquez sur un bouton dans l'interface, on fait toujours appel au contrôleur. En fait, le contrôleur, donc la servlette, à chaque requête qui arrive, donc il va récupérer la requête, il va lire les données de la requête, il fait les traitements, il récupère des résultats. Une fois qu'il récupère ces résultats, il va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle. Alors, c'est quoi le modèle? Le modèle, c'est juste un objet qui permet de stocker les données qui vont être affichées dans la vue. Ça veut dire généralement tout ce qui est affiché dans une vue, dans une page HTML, dans une vue d'une application d'une manière générale, toutes les données qui sont affichées sont souvent stockées dans un objet qui s'appelle le modèle. Donc, le contrôleur va stocker les résultats dans le modèle et après, il fait appel à la vue, à la page JSP. Et la vue, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il récupère généralement quand le contrôleur notifie ou bien fait ce qu'on appelle un forward vers la vue, il lui transmet le modèle et la vue récupère les résultats à partir du modèle et ce modèle-là, ces résultats, donc on va les générer, donc on va générer des codes HTML qui va être envoyé vers le client. C'est-à-dire que la vue, le rendu de la vue se fait, voilà, il s'affiche côté navigateur, côté front-end, et ainsi de suite. À chaque fois, il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur, le contrôleur fait des traitements, il récupère des résultats, il stocke le résultat dans le modèle, il fait encore appel à la vue récupère les résultats et il s'affiche, ainsi de suite. Donc ça, c'est, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le pattern MVC. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui, oui, c'est clair, mais juste une remarque. oui. Le modèle, est-ce qu'il joue un rôle de conteneur de ce qui est appelé? Alors, en fait, on va pas dire le conteneur, donc le modèle, c'est juste, c'est le contenu de la page qui va être affichée. En fait, le modèle, c'est juste un objet dans lequel on va stocker des données qui vont être affichées au niveau de la vue. Ah oui. Vous voyez? Ouais. C'est comme si, je vous donne juste un exemple. Dans votre vie quotidienne, en tout cas, en fait, le contrôleur, supposons que vous avez une personne. En fait, la personne qui se charge de communiquer avec le monde extérieur, c'est-à-dire cette personne-là, au niveau de l'entreprise, qui est responsable de communiquer avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle le contrôleur. Alors, toutes les requêtes des clients, c'est le contrôleur qui va les recevoir. Et chaque requête, le contrôleur va faire, généralement, il fait les traitements, c'est-à-dire il fait en quelque sorte souvent ce qu'il faut. Il récupère des résultats et après ces résultats, il faut les présenter au client. Alors, sauf que généralement, le contrôleur, ce n'est pas sa spécialité. C'est lui, le contrôleur, il ne sait pas présenter les résultats. Donc, c'est pour cela qu'il a besoin de faire appel on va dire, à un autre composant qui va se charger de présenter ces résultats. Mais pour qu'il présente ces résultats, la vue a besoin de ces données. Bon, tout simplement, donc avant que le contrôleur fasse appel à la vue pour afficher ses résultats, et bien tout simplement, il va les stocker juste dans un objet. Si vous voulez, le modèle, c'est une boîte dans laquelle je vais stocker des données, dans laquelle le contrôleur va stocker des données. Et comme ça, quand il fait appel à la vue pour lui dire, ça y est, tu peux afficher les résultats, la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste consulter cette boîte, il va récupérer ses résultats, et après, il va les générer. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, oui, monsieur, merci. Très bien. Ouais. Alors donc ça c'est globalement l'architecture d'une application web J2E. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser les servlettes et JSP,
Donc, vous avez besoin d'utiliser un conteneur web. Bon, un conteneur web, c'est-à-dire ce qu'on appelle un moteur de servlet. Alors, dans notre cas, nous allons utiliser donc Tomcat comme web container. Mais sachez que en fait, Tomcat, c'est notre serveur web, si vous voulez. Mais Tomcat n'est pas le seul dans l'architecture J2E. Il y a d'autres conteneurs web comme GT, Netty. On peut utiliser un serveur d'application Glassfish, JBoss ou Whitefly, WebSphere, WebLogic. Bon, il est en fait à ce niveau-là, tout dépend du type de serveur d'application que vous utilisez. Mais on va dire que dans la majorité des cas, seulement, plutôt les applications web J2E se basent sur le conteneur web Tomcat. Alors, donc, nous allons voir tout à l'heure c'est quoi le rôle de Tomcat dans l'application web parce que c'est lui qui va gérer le cycle de vie des composants web J2E, donc à savoir Servlet et JSP. Alors, juste, je vais passer à la suite, mais je dois vous dire une chose qui est très importante. Je crois que quand j'avais déjà l'occasion de vous faire un cours sur les web services, bon, j'avais parlé en partie du protocole HTTP, ça c'est très important. Donc, il y a carrément une vidéo concernant le protocole HTTP. Que vous allez avoir dans le Classroom. Je crois qu'il est déjà. Je ne sais pas si je l'ai mise ou pas. Bon, c'est une vidéo. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut regarder la vidéo concernant le détail du protocole HTTP. Parce que normalement, pour faire du développement web, d'une manière générale, il vous faut comprendre, il faut maîtriser ce protocole HTTP. C'est très important. Alors, ce qui fait donc, je compte sur vous, donc ne pas négliger cette partie parce que souvent, c'est-à-dire, en fait, il y a parfois les développeurs web d'une manière générale, ils s'acharnent sur c'est-à-dire les frameworks de développement, ils s'acharnent sur l'aspect technique, mais ils ignorent en fait la base de la technologie web. Et vous savez, la base de la technologie web, c'est d'abord le protocole HTTP, donc il faut absolument prendre le temps donc de regarder le fonctionnement du protocole HTTP. En tout cas, donc ça c'est quelque chose juste entre parenthèses parce qu'aujourd'hui donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette partie-là parce que c'est une partie que je vais encore aborder quand on aura l'occasion de travailler la partie sécurité des applications web. Et là encore, c'est encore plus important de comprendre le fonctionnement du protocole HTTP. Est-ce que c'est clair, messieurs? Vous êtes avec moi? Vous pouvez activer vos microphones. Oui, monsieur. Oui. Oui, oui, oui. Voilà, alors comme ça je suis rassuré. Je me prêche. Non, d'abord. Oui, on est là, on est. On peut passer à la suite? Oui, Donc, n'oublie pas chez vous donc de regarder la vidéo, une vidéo qui parle du protocole HTTP. Bon, c'est les concepts de base, c'est à peu près 45 minutes donc globalement, donc c'est des choses qui sont très très importantes. Alors maintenant, donc ça c'est la structure donc d'une application web J2E. Alors maintenant nous allons voir c'est quoi une servlet, c'est quoi, comment développer des servlets, comment déployer les servlets, c'est quoi JSP, c'est quoi la différence entre servlet et JSP. Alors en fait servlet, bon, une servlet ou bien un servlet, c'est un peu le donc toujours confusion. Alors servlet, donc c'est un composant, c'est une classe Java dans laquelle on va tout simplement redéfinir des méthodes comme doGet, doPost, doPut, doDelete, doHead, etc. Alors en fait, pourquoi doGet, doPost, doPut, doDelete, doHead, doOptions, etc. Mais tout simplement parce que, en principe, quand un client envoie une requête HTTP, ça on le sait déjà, dans le protocole HTTP, quand on envoie une requête HTTP, on utilise des méthodes. Alors parmi les méthodes, on va dire, les plus classiques utilisées dans les applications web classiques, il y a la méthode GET et la méthode POST. Mais il faut savoir que si vous regardez dans le protocole HTTP, en fait, il n'y a pas que les méthodes GET et POST. Donc, il y a d'autres méthodes comme put, delete, la méthode head, la méthode options, la méthode patch. Bon. Tout ça, c'est des méthodes qui font partie du protocole HTTP. Alors maintenant,
Généralement, quand si on respecte la norme RESTful, nous l'avons déjà dit ça, c'est qu'on utilise GET si on veut consulter des données, si on veut consulter des ressources. POST, on va l'utiliser c'est pour ajouter des ressources, faire un save par exemple, vous voulez enregistrer des données dans la base. Put, on va l'utiliser c'est pour faire la mise à jour, pour faire update. Et la méthode delete, on va l'utiliser quand on veut supprimer une ressource. Alors voilà la raison pour laquelle une servlet, c'est une classe Java qui répond aux requêtes HTTP. Donc, vous voyez, donc une servlet, c'est une classe Java qui répond, qui va effectuer des traitements suite à des requêtes HTTP. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, donc, on va définir des méthodes doGET. En fait, doGET, c'est quoi? C'est la méthode qui va s'exécuter quand une requête HTTP est envoyée avec GET. DoPost, c'est la méthode qui va s'exécuter si une requête est envoyée avec POST. Ainsi de suite. DePut va s'exécuter si une requête est envoyée avec PUT, etc. Alors, comme vous le voyez, toutes les méthodes doGET, DePost et les autres reçoivent deux paramètres. Alors, ces deux paramètres, il y a l'objet request et l'objet response. Donc, avec l'objet request, une servlet peut lire les données de la requête. Donc, il va faire les traitements. Et après, pour envoyer la réponse, il va utiliser l'objet response. Donc, avec l'objet request, je peux lire des données. Et avec response, j'envoie la réponse HTTP. Mais entre la requête et la réponse, derrière, il y a des traitements. Il y a d'abord des traitements à faire. Mais également, il faut générer le code HTML. C'est-à-dire le rendu HTML, il faudrait le générer. Alors, voilà la raison pour laquelle, donc, en principe, donc ça, c'est l'architecture d'une servlet. Il faut également savoir une chose, c'est que dans une application web, quand un client se connecte la première fois dans un serveur web, donc il y a création de ce qu'on appelle une session. En fait, la session, donc juste pour vous le rappeler, c'est un objet qui va être stocké dans la mémoire du serveur et qui permet de stocker des données relatives à un client. Alors, par exemple, quand on veut faire l'authentification, quand un utilisateur va saisir son username et son mot de passe, il envoie la requête HTTP avec un POST. Et quand il envoie la requête HTTP avec un POST, ça veut dire que c'est la méthode de POST qui va s'exécuter. La méthode de POST, qu'est-ce qu'on va faire dans la méthode de POST? On va utiliser l'objet request pour lire username et le mot de passe saisi par l'utilisateur. On va se connecter à la base de données pour vérifier l'identité de l'utilisateur et son mot de passe. Et une fois que c'est OK, on va lui créer une session. Alors, quand on lui crée une session, ça veut dire dans la mémoire du serveur, on va créer un objet relatif à ce client-là et dans lequel je peux stocker des données relatives au client. Alors, quand par exemple, dans la session, on peut stocker le username du client, son identifiant, on peut stocker par exemple ses rôles et d'autres informations en fonction des applications. Alors, ça, c'est la session. Et après, quand dans le protocole HTTP, quand un serveur web envoie une réponse HTTP vers le client, le serveur peut demander au navigateur web d'enregistrer les informations dans la machine du navigateur sous forme de ce qu'on appelle les cookies. En fait, les cookies, c'est quoi? C'est des fichiers temporaires qui sont stockés dans la machine du navigateur, c'est-à-dire côté navigateur, et qui permettent de stocker des données relatives à un client, c'est-à-dire relatives au client. Donc vous voyez donc cookies, c'est pour stocker des données relatives à un client, à la session soi-disant du client, ou bien un client côté, c'est-à-dire un navigateur. Et session, c'est un objet qui est stocké dans la mémoire du serveur et qui permet de stocker des données relatives au client, mais cette fois-ci au niveau du serveur. Alors bien sûr, donc cette partie-là, cookies et sessions, je crois que j'en avais déjà parlé entre parenthèses une fois, mais on va revenir en détail sur ces parties-là, notamment quand nous allons aborder la partie sécurité de l'application web. Et j'aurai l'occasion donc de revenir sur le détail de sessions et cookies. Mais si vous regardez le cours sur HTTP, c'est-à-dire le protocole HTTP que je viens de vous dire qui est dans la vidéo que je vous ai préconisé, si vous regardez donc cette vidéo-là, vous allez faire vraiment vous allez avoir une bonne connaissance sur c'est-à-dire les sessions et les cookies. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie également du protocole HTTP.
Est-ce que c'est clair?